Bon, juste un petit retour en arrière pour situer l'endroit où on en est. On est dans quel chapitre? Chapitre 2. Le titre, c'est La nature du vivant. Alors, on avait écrit un texte en résumé. Alors, vous reprenez ce texte-là. Je vais le relire vite fait. Ça fera la transition avec ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, tous les êtres vivants sont constitués d'éléments chimiques issus de la terre, eau et matière organique. Cette unité chimique commune à tous les êtres vivants est un premier indice de leur parenté. Ces molécules du vivant s'assemblent et réagissent entre elles, ce qui permet à un être... Bon, juste un petit retour en arrière pour situer l'endroit où on en est. On est dans quel chapitre? Chapitre 2. Le titre, c'est La nature du vivant. Alors, on avait écrit un texte en résumé. Alors, vous reprenez ce texte-là. Je vais le relire vite fait. Ça fera la transition avec ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, tous les êtres vivants sont constitués d'éléments chimiques issus de la terre, eau et matière organique. Cette unité chimique commune à tous les êtres vivants est un premier indice de leur parenté. Ces molécules du vivant s'assemblent et réagissent entre elles, ce qui permet à un être vivant de posséder des niveaux d'organisation visibles à différentes échelles, des organes, eux-mêmes formés de cellules contenant des molécules nécessaires à son organisation et aussi des organites, mitochondries, chloroplastes, chez les végétaux, noyaux. Cette unité cellulaire structurale, commune à tous les êtres vivants, est un second indice de leur parenté. De nombreuses réactions chimiques se déroulent dans la cellule. C'est ce que l'on appelle le métabolisme. Donc aujourd'hui, nous, on va beaucoup parler de métabolisme. Il représente le côté fonctionnel d'une cellule, laquelle possède un patrimoine génétique et vit dans un environnement. Alors, la semaine dernière, on avait posé une problématique. Alors, je vous repose les éléments pour que vous compreniez bien ce qu'on va travailler aujourd'hui. Vous imaginez un substrat. Un substrat, c'est une molécule de départ. Vous mettez par exemple un substrat dans un tube à essai, ou alors un substrat, ça peut être par exemple une pomme de terre. Alors pas la pomme de terre, parce que la pomme de terre, c'est pas le substrat. La pomme de terre, c'est un aliment qui contient des éléments chimiques, en fait. Et l'assemblage de ces éléments chimiques, donc ces unités que l'on appelle le glucose, donc ces assemblages forment une molécule d'amidon qui est beaucoup plus grande. Donc par exemple, l'amidon pourrait être un substrat. Vous comprenez bien ça? Vous prenez de l'amidon. L'amidon, c'est quoi? L'amidon, c'est une longue molécule, très grande molécule, qui constitue par exemple la pomme de terre, le riz, les pâtes. Et l'amidon est constitué par des unités qui sont reliées entre elles par des liaisons. Et chaque unité est une molécule de glucose. Vous comprenez ça? Donc, alors, avant d'écrire la réaction ici, on peut très bien dire que l'amidon, si je coupe les liaisons qui sont là, ça nous donne des milliards de molécules de glucose. C'est-à-dire une molécule d'amidon est capable de nous engendrer beaucoup de molécules de glucose. Ça, vous comprenez ça? Eh bien, le substrat qui est là peut être représenté par la molécule d'amidon qui pourrait se transformer en quoi? Alors, on ne va pas dire glucose, puisqu'on prend la généralité, mais on va dire un produit. Un substrat, c'est une molécule qui va pouvoir éventuellement subir une transformation sous l'action de quelque chose. Non. Le glucose, dans ce cas-là, l'amidon, par exemple ici tu as l'amidon, qui peut se transformer en molécule de glucose. Voilà, c'est-à-dire l'unité élémentaire de l'amidon, c'est un glucose. Par exemple, là tu as un glucose, là tu as un glucose, un glucose, un glucose. Donc ça veut dire que les glucoses sont reliés entre eux. Tu comprends? Ou pas? Comment? Ben non, là ils ne se transforment pas. C'est ça. La molécule de départ s'appelle toujours le substrat. Après, par exemple, ton glucose, lui, va pouvoir se retransformer pour donner un produit.
À ce moment-là, le glucose, là, peut devenir un substrat qui, sous l'action de quelque chose d'autre, va pouvoir donner un produit P', admettons. Vous comprenez? Le substrat de départ donne un produit, mais le produit, s'il subit une autre réaction chimique, peut donner, prend le nom de substrat et va donner éventuellement un autre produit P', mais pas le même, évidemment. Vous comprenez bien ça? Oui. C'est pas son intérêt, c'est pas son intérêt à lui. C'est notre intérêt à nous. Admettons, tu prends une pomme de terre, tu veux la transformer en glucose qui va pouvoir passer dans le sang. Avez-vous déjà vu une pomme de terre que vous mangez, avaler dans l'œsophage, arriver dans l'estomac à l'état brut, c'est sous forme d'une grosse boule, passer dans l'intestin grêle et passer directement dans le sang? C'est strictement impossible. Voilà. Donc, la petite astuce que l'évolution a trouvée, c'est de dire, hop, la pomme de terre va me faire vivre, mais comment? Vous mettez une pomme de terre dans la bouche et vous vivez, vous êtes heureux. Non. Il faut que la pomme de terre soit réduite en bouillie, en des milliards de petits morceaux. C'est-à-dire que la pomme de terre, qui est un assemblage de beaucoup de molécules d'amidon, bien ça veut dire que vous mâchez, vous réduisez ces molécules. Si vous avez 100 milliards de molécules d'amidon, le fait de mâcher, dans chaque petit morceau, vous allez avoir, par exemple, 100 molécules d'amidon, admettons, ou 100 000. Puis vous mâchez encore, dans chaque unité, il n'y en aura plus que 10 ou 20, admettons. Puis vous mâchez encore, il n'y en aura plus qu'une. Puis vous mâchez encore, mais là vous ne mâchez pas. Vous subissez l'action d'une digestion sous l'action d'enzymes digestives. Et à ce moment-là, votre molécule d'amidon se transforme en toute petite partie élémentaire que l'on appelle un nutriment et qui va pouvoir passer dans le sang au niveau de l'intestin grêle, plus spécialement au niveau des villosités intestinales. Et donc du coup, dans le sang, vous avez votre glucose, le sang circule. Vrai ou pas? Pourquoi? Eh bien, pour amener ces molécules de glucose jusqu'aux cellules, la cellule prend le glucose avec l'oxygène, oxydation du glucose, production d'énergie, et la cellule vit, votre métabolisme est assuré. Et vous avez le côté fonctionnel de la vie qui vous permet, de la cellule qui vous permet de vivre. Vous comprenez l'intérêt de manger? Donc là, tout ça au départ pour expliquer que j'avais juste écrit la lettre S. Mais là, sous votre questionnement, évidemment, je suis obligé de vous répondre. Oui? Attends, répète, je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, j'ai pas dit que c'était pas un substrat. J'ai pas dit que c'était pas un substrat. J'ai dit que je suis parti de l'amidon et que l'amidon est un substrat qui va donner le produit glucose. Mais maintenant, le glucose peut lui-même devenir un substrat. Mais non, pas le substrat de l'amidon. Oui, mais je comprends pas pourquoi le substrat, le glucose, ça ne peut pas être le substrat de l'amidon parce que justement, il se transforme. Parce que ça ne veut rien dire. Le substrat de l'amidon, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Le substrat, c'est une molécule de départ qui va éventuellement subir une transformation chimique. Voilà. Autrement dit, si vous voulez, je peux effacer. Regardez, on va recommencer. Là, je ne pensais pas que le mot substrat, ça vous inquiète à ce point-là. Mais c'est pas grave. Attends, je réponds d'abord à sa question. Un substrat, c'est le terme général. Voilà, vous êtes des humains. Humain, c'est le terme général. Un individu spécial, c'est un individu spécial. Bon, bref. Comme exemple de substrat, on peut prendre un exemple de substrat qui provient de l'alimentation. Ça peut être, par exemple, alors je ne vais pas dire la pomme de terre, parce que la pomme de terre, c'est un aliment qui est constitué par des molécules chimiques. Et l'unité de ces molécules chimiques, mais à grande échelle, serait l'amidon. L'amidon, c'est quoi? C'est un glucose relié par un glucose, relié avec un glucose, relié avec un glucose, et puis ça en plus dans les 3 dimensions. Donc, je reprends, mais laissez-moi, vous allez voir, vous allez mieux comprendre après. Le substrat peut devenir un produit. Ce produit, par exemple, ça peut être le glucose. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire... Attendez. Oui, bon, allez. Comment le substrat peut devenir un produit? Alors justement, je vais y venir. Autre chose?
Non, parce que le substrat, la pomme de terre, c'est un aliment. Tu mettrais aliment, l'aliment sous l'effet de l'aliment sous l'effet d'une première partie de la digestion, en fait, donnerait un substrat que l'on appellera amidon. La pomme, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Là, c'est l'aliment, c'est-à-dire la pomme de terre. Bon, c'est pas amidon, c'est pomme de terre. Pomme de terre, donc c'est aliment. Donc l'aliment, lorsque vous le mâchez un petit peu, va s'imprégner. Et là, je vais en venir en fait à ce que je voudrais vous faire comprendre, que je vais marquer par exemple en rouge. Vous avez en rouge ce qu'on appelle une enzyme. Alors, une enzyme, c'est quoi? Entre parenthèses, c'est un assemblage d'acides aminés, et l'assemblage d'acides aminés est une protéine. Chut, par contre, ne parlez pas en même temps, sinon vous allez perdre le fil. Cette enzyme-là, enfin, l'action de l'enzyme va permettre la transformation de l'amidon en un substrat, par exemple le glucose. Qu'est-ce qui va permettre de couper les liaisons qui sont là? Eh bien, c'est l'enzyme. C'est une molécule protéique. C'est une protéine. Voilà. Attends. Laisse-moi finir. C'est une protéine. Donc, par exemple, un exemple d'enzyme, c'est amylase salivaire. Ça veut dire, globalement, vous imaginez, du concret, vous avez un morceau de pomme de terre, vous le mettez dans la bouche. Qu'est-ce que vous faites après? Alors, vous mâchez pour réduire un petit morceau, mais en même temps que vous mâchez, si vous appuyez un petit peu ici, vous voyez qu'il y a des sécrétions. Il y a la salive qui arrive dans la bouche. Dans la salive, il y a ce qu'on appelle un suc, pas gastrique. Gastrique, c'est l'estomac. Il y a un suc qu'on appelle une enzyme. Suc, S-U-C, qu'on appelle une enzyme, et qui va permettre de catalyser la réaction, c'est une catalyse biologique, catalyser la réaction de transformation de l'amidon en glucose. Autrement dit, c'est l'enzyme qui va couper les petits morceaux qui sont là. Donc ça s'appelle une digestion, c'est une réduction chimique d'une molécule en une autre molécule plus petite. Et cette molécule plus petite, le glucose, concrètement, va passer dans le sang au niveau des villosités intestinales, comme on avait vu en troisième, dans l'intestin grêle. Après, donc ce glucose est réparti dans les cellules, et là, on va en parler un petit peu après, ce sera la respiration cellulaire qui va être assurée, c'est-à-dire la transformation du glucose sous l'effet de l'oxydation de l'oxygène. Donc ça veut dire que vos cellules doivent recevoir non seulement le glucose, mais en plus l'oxygène provenant de la respiration pulmonaire. Mais là, vous comprenez bien que si je dessine une cellule, l'intérêt d'une cellule, c'est de quoi? C'est de vous faire vivre. Parce que si la cellule ne vit pas, c'est-à-dire si elle n'a pas de métabolisme à l'intérieur, elle ne vit pas. Donc elle est morte. Et si la cellule est morte, vous ne vivez pas si l'ensemble de vos cellules ne vivent pas, n'ont pas de fonction. Donc là, le métabolisme, c'est-à-dire le côté fonctionnel de la cellule, est possible si le glucose, à un moment donné, va arriver dans la cellule, et si le dioxygène issu de la respiration pulmonaire, à un moment donné, va arriver dans la cellule aussi. Ça veut dire que là, vous avez bien la respiration cellulaire. C'est-à-dire le passage de l'oxygène, enfin non seulement le passage de l'oxygène dans la cellule, mais aussi l'utilisation de l'oxygène pour oxyder le glucose. Oxygène, oxydation. Vous voyez? Donc l'oxygène, donc ça voudra dire qu'on aura l'oxygène O2 plus le glucose, donc oxydation de l'oxygène sur le glucose, pour donner de l'énergie, que je mets sous forme de W, donc de l'énergie en rejetant deux déchets qu'on appellera le CO2 et de l'eau. Voilà, et ça c'est la réaction que l'on appelle respiration cellulaire. La respiration cellulaire. Vous avez compris ça? Oui? C'est ça, c'est dans le cytoplasme que la réaction cellulaire a lieu. Alors, justement, là c'est bien ce que vous dites, parce que là, vous allez arriver à comprendre pourquoi. Parce qu'on va travailler aujourd'hui, nous ce qu'on voudrait aujourd'hui, et on l'avait écrit dans la problématique, c'est comprendre en quoi le métabolisme, enfin, on se pose plutôt la question, est-ce que le métabolisme dépend du programme génétique? Alors, là on va y arriver. Regardez, suivez bien le fil. Là vous avez compris
qu'un substrat donne un produit à condition, quelquefois, qu'il y ait l'enzyme. S'il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas de transformation. Si vous prenez par exemple l'intolérance au glucose chez un enfant, eh bien l'intolérance au glucose, ça veut dire que au lactose, si le lactose arrive dans l'organisme de l'enfant, l'enfant ne peut pas transformer ce lactose en un produit, parce qu'il n'y a pas l'enzyme nécessaire. Donc une lactate, quelque chose, qui va transformer le lactose en autre chose. Vous voyez ? Donc c'est une intolérance au lactose. Donc c'est un déficit enzymatique. Attends, après, là je reviens un petit peu, enfin je ne reviens pas en arrière, mais maintenant vous allez me dire, oui mais d'où vient cette enzyme ? Eh bien justement, dans votre cellule, là, vous avez un programme génétique. Dans ce programme génétique, alors je marque ici, quelquefois vous avez un gène, on va marquer G1, un gène G1, vous comprenez ça ? Un gène, je lui donne un numéro G1. Ce gène G1, lorsqu'il va s'exprimer, ce qu'on a vu en troisième sans détailler les mécanismes, parce que les mécanismes de l'expression des gènes, c'est le programme de première. Donc on en reparlera en première l'an prochain. Mais l'expression de ce gène va donner quoi ? Une protéine, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés, une petite particule élémentaire issue de la digestion des protéines. Donc va donner une protéine, et cette protéine, c'est très souvent une enzyme. Autrement dit, une enzyme, c'est quoi ? C'est une protéine, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés issus de l'expression particulière du gène G1. Attends. Donc du coup, l'enzyme, imaginons que ce soit celle-là. Si vous prenez l'intolérance au lactose, vous dites, il n'y a pas d'enzyme. Mon enfant est intolérant au lactose. Pourquoi ? Quelle est l'origine ? Quelle est la cause ? Eh bien, vous avez compris que la cause, ce n'est pas l'enzyme en elle-même, c'est le gène qui ne va pas s'exprimer. Donc, du coup, la non-expression du gène ne donne pas l'enzyme. Donc, du coup, vous ne pouvez pas transformer le lactose en autre chose. Donc, ça veut dire que le PG, c'est-à-dire un gène particulier ici, mais on prend l'ensemble du programme génétique, il influe sur, par exemple, la transformation du substrat en produit sous l'action d'une enzyme, c'est un métabolisme. C'est une réaction du métabolisme. Donc là, vous comprenez bien que le PG influe sur le métabolisme, et c'est bien la problématique qu'on a posée la fois dernière. On ne va pas en parler aujourd'hui. Tu peux poser le problème, si tu veux, et si tu veux, on en parlera une autre fois. D'accord ? Mais là, en tout cas, c'est une excellente question. Tu essaies de trouver la solution pour la semaine prochaine, et tu vas nous en parler, si tu veux. Bon, vous avez compris ça ? Là, je vous ai démontré que, éventuellement, on a besoin du programme génétique pour que les réactions du métabolisme aient lieu. Et là, vous imaginez, je vous ai parlé que de la pomme de terre ou du lactose. Mais si vous mangez de la viande, si vous mangez des lipines, vous mangez une betterave, vous mangez une pomme de terre, vous mangez une carotte, comment ? Oui, voilà, après vous avez l'intolérance au gluten aussi, très, très important aussi. Voilà, vous avez tout... voilà. Oui ? Quand on mange une pomme de terre, on avale sous forme de glucose. Alors, l'amylase salivaire commence à transformer, commence à digérer, en fait. Une digestion, c'est une transformation chimique, en fait. Ça commence. Donc ça veut dire que tu as déjà du glucose dans la bouche. Et la digestion se poursuit dans l'estomac et se termine, en fait, dans le... Ce que tu as remarqué quand tu avales la pomme de terre, tu avales des morceaux. Donc tu n'avales pas... Si tu avalais que du glucose, si la transformation se faisait et que tu aies que du glucose dans la bouche avant d'avaler, tu n'aurais pas la sensation que des morceaux passent dans l'œsophage. Tu vois ? Donc ça veut dire qu'une petite partie donne du glucose, tu l'avales, en même temps que tu avales des petits morceaux qui seront de plus en plus petits et de plus en plus réduits à mesure que tu progresses dans le tube digestif. D'accord ? Donc maintenant, lorsque vous allez manger une pomme de terre, vous ne la verrez plus jamais de la même façon. Si aucune
Est-ce qu'il c'est il y a Bah, que une enzyme qui la peut se cellule créer ne vit pas. Il n'y a pas autre chose qui peut se créer? Non. Ok. Donc on ne peut pas transformer le gluten en... Ah non, oui, enfin, tu dis si aucune enzyme, attention, moi je parle des milliards d'enzymes dans une cellule. Donc ça veut dire que ta cellule, elle a peut-être une structure, mais elle n'a pas de métabolisme. Donc elle n'a pas de côté fonctionnel, donc elle est morte. C'est clair et net. Lorsque vous mourrez parce que il n'y a plus de réaction dans vos cellules, et non pas vous mourrez, puis il n'y a pas de réaction dans les cellules. C'est différent, philosophiquement, c'est différent. Vous prenez une cellule, la cellule n'est pas... Si la cellule meurt, puis il n'y a plus de réaction, c'est pas la même chose au niveau philosophique que de dire il n'y a plus de réaction chimique, donc la cellule meurt. Et nous, dans notre logique en science, on dit que s'il n'y a plus de réaction chimique dans une cellule, c'est-à-dire s'il n'y a plus de métabolisme, alors la cellule meurt. Et non le contraire. Ça ne veut pas dire la même chose. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est pour ça que des fois, au niveau du cerveau, s'il y a un arrêt de la circulation sanguine, il y a un arrêt de la... Oui, il y a un arrêt du métabolisme au niveau des cellules, etc. Et donc, du coup, ça peut provoquer ce qu'on appelle un AVC. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques dans la cellule. Dans une cellule, et si on étend au corps entier, Dans l'organisme. dans l'organisme entier. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc là, au cours de la transformation du substrat, avec les enzymes, ça se fait à quel endroit? C'est dans la bouche? Alors là, évidemment, si on prend substrat d'un produit, là c'est dans la bouche, oui. Ah oui. Mais après, vous avez dans les cellules, vous avez des milliards de réactions chimiques, c'est-à-dire des milliards de substrats différents ou identiques, et des milliards de produits différents ou identiques, qui ont lieu dans la cellule. Mais là, c'est pour la digestion. Donc là, c'est dans la bouche, puis dans l'estomac, avant que les éléments tout petits, qu'on appelle des nutriments, passent dans le sang, puis aillent dans les cellules. Oui. Là, on a pris l'exemple du glucose, mais par exemple, les autres molécules comme les protéines ou les lipides, Oui, c'est le même principe. ils servent à quoi dans les cellules? Puisque là, c'est pour la Alors, respiration cellulaire, mais les autres... non, là, pour la respiration cellulaire, on a besoin... Alors, c'est pour autre chose. Ça peut permettre de construire d'autres choses dans le cytoplasme et dans la cellule. Mais ça je ne vais pas en parler, ce sera plutôt le programme de première. Hein? Là, je prends un exemple. Là, je prends des exemples et j'essaie de rester au niveau second. Autrement, si on commence à faire des cours de première ou terminale, on n'a pas fini. Il ne faudrait pas 1 heure, il nous faudrait 3 heures. Est-ce que l'amidon peut créer un autre... Voilà, et c'était ta dernière question. Mais après, il faut qu'on passe à la suite. Hein. Oui, vas-y. Non, j'ai pas écouté. Excuse-moi, j'ai pas écouté. Est-ce que l'amidon peut créer autre chose que du glucose, par exemple? Est-ce que l'amidon... Bah oui, parce que si tu n'as pas... tu peux très bien, par exemple, et ce sera ma dernière réponse, glucose, bon, etc. Vous en faites des milliards, dans les 3D. Je dis l'unité, la plus petite molécule utilisable par le corps, par la cellule, provenant de l'amidon, c'est le glucose. Mais maintenant, si par exemple je mets de l'amylase salivaire, bon, elle vous transforme en molécule de glucose. Mais si je mets à la place de l'amylase salivaire, je mets une enzyme qu'on appelle la maltase, admettons, et bien à ce moment-là, les molécules sont coupées par groupe de 2. Et après, il nous faudra une autre enzyme pour transformer mon maltose en 2 molécules de glucose. Maltose. Ça veut dire que tu as 2 glucoses reliés entre eux. Voilà. Et après, l'objectif pour la cellule, c'est d'avoir un glucose. Donc, l'objectif pour la cellule, c'est d'envoyer une autre enzyme. Enfin, envoyer, c'est pas envoyer. Mais c'est qu'un autre gène, un gène G2, s'exprime pour donner une enzyme qu'on appellera la maltase, qui va couper le maltose en 2. À ce moment-là, on aura 2 glucoses. Et à ce moment-là, la respiration cellulaire est possible. Et il y a combien de transformations avant que... Oh, ça, il y en a beaucoup. Bon, on arrête, franchement, parce que l'objectif, c'est pas de parler du substrat et du produit pendant toute l'heure. L'objectif, c'est de démontrer que le programme génétique influence le métabolisme. Donc, là, je reviens sur le texte. Vous avez bien marqué dans la problématique. Chut. Oubliez ça un petit peu, oubliez.
oubliez ça maintenant. Là, c'est pour démontrer et pour amener tout doucement à la problématique. Donc, problématique, le métabolisme dépend-il du patrimoine génétique et de l'environnement? Oui, je sais. Maintenant, juste, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. Bon, on ne va pas finir aujourd'hui, il faudra qu'on déborde sur la semaine prochaine. Mais ensuite, la fois d'après, on va s'occuper de l'environnement. C'est-à-dire, on va dire, est-ce que le métabolisme dépend de l'environnement? Alors, spontanément, on va dire oui, si vous prenez la température. Si je mets, par exemple, si je vous mets dans la salle une température de 40 degrés, vous allez commencer à avoir chaud. 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés. Alors là, non. Là, voilà. Vous imaginez, je ne fais pas la démonstration. Bon, ça veut dire qu'on va démontrer qu'on prendra un paramètre précis de l'environnement, et puis on va démontrer que le métabolisme est influencé par ce paramètre. Ça paraît évident. Mais aujourd'hui, PG métabolisme. Alors, on avait fait deux hypothèses. Enfin, je vous avais proposé deux hypothèses. H1, puisque la cellule possède des gènes. Alors, tais-toi. Puisque la cellule possède des gènes, et on avait écrit, ils doivent intervenir dans le métabolisme. Tout ça, c'est une réaction du métabolisme. Donc, le gène intervient dans le métabolisme, parce qu'indirectement, le gène, par exemple, le gène en s'exprimant donne une enzyme spéciale qui va permettre la transformation d'un substrat en un produit. Donc c'est déjà que le métabolisme il est influencé par ce gène-là. Donc automatiquement, c'est normal de penser que, puisque la cellule possède des gènes, ils doivent intervenir dans le métabolisme. Deuxième hypothèse, et ce sera pour l'environnement, en fait, pareil, puisque la cellule vit dans un environnement, il est logique de penser que le métabolisme va influencer l'environnement va influencer sur le métabolisme, et que donc ce métabolisme doit dépendre de nombreux paramètres. Voilà. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, proposition d'activité, on l'avait fait ça ou pas? Non. D'accord. Alors, donc proposition d'activité numéro 1 pour tester l'hypothèse numéro 1. Nous pouvons étudier l'influence d'un gène particulier. Nous pouvons étudier l'influence d'un gène particulier sur le métabolisme d'une cellule. Nous pouvons étudier l'influence d'un gène particulier sur le métabolisme d'une cellule, virgule, puis le supprimer pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme. Puis le supprimer pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme. Je répète, nous pouvons étudier l'influence d'un gène particulier sur le métabolisme d'une cellule, virgule, puis le supprimer pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme. Proposition d'activité numéro 2 pour tester H2. Alors, vous faites le même style de phrase, sauf que vous remplacez gène par environnement. Ce qui donne, nous pouvons étudier l'influence d'un paramètre de l'environnement. Nous pouvons étudier l'influence d'un paramètre de l'environnement sur le métabolisme. Nous pouvons étudier l'influence d'un paramètre de l'environnement sur le métabolisme, virgule, puis le supprimer, et je vous laisse faire le reste de la phrase, puis le supprimer. C'est quoi le reste de la phrase? C'est ça, pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme. Puis le supprimer pour voir si la cellule a toujours le même métabolisme. Alors, vous sautez une ligne et vous marquez activité numéro 4. Activité numéro 4, deux points, la cellule, virgule, siège des réactions chimiques de la vie. La cellule, virgule, siège des réactions chimiques de la vie. La cellule, virgule, siège des réactions chimiques de la vie. Point. Vous sautez encore une ligne, vous allez à la ligne tout simplement. Grand A, métabolisme et patrimoine génétique.
métabolisme et patrimoine génétique. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'on me pose quelquefois la question, c'est quoi la différence entre PG et PG? Voilà, PG et PG. PG, ça peut être programme génétique, et là, ça peut être patrimoine génétique. C'est quoi la différence entre les deux, à votre avis? Entre un programme et un patrimoine? Oui. Les allèles. Oui, et toi, tu veux dire quoi? Les allèles. Alors, le patrimoine, c'est l'ensemble de tous les gènes, donc tous les allèles aussi, dans votre organisme entier. Même les gènes qui ne s'expriment jamais. Même les gènes qui s'expriment que quelques fois. Enfin, on prend en compte les gènes qui s'expriment quelques fois dans votre vie et qui, quelquefois, ne s'expriment pas. Donc vous comprenez que dans votre corps, dans vos cellules, vous avez beaucoup de gènes, donc beaucoup d'allèles. Mais tous ne s'expriment pas au cours de votre vie. Certains vont s'exprimer que quelques fois dans votre vie. Vous comprenez bien ça? Donc ça, c'est le patrimoine, c'est ce qui vous appartient. Si vous prenez un château, vous avez un château, vous n'allez peut-être pas utiliser toutes les pièces ou toutes les parties de votre château. Ça fait partie de votre patrimoine. Mais si vous utilisez que quelques pièces, vous utilisez ce qu'on appelle le programme. Le programme, ce sont les gènes qui seront utilisés à un moment donné de votre vie ou durant toute votre vie. Donc c'est une petite différence sans importance. Mais bon, souvent on me pose la question. Donc si vous me dites patrimoine ou programme, bon, c'est pas grave. Alors, en dessous, vous marquez consigne. Alors, c'est ce que vous devriez faire en binôme, mais exceptionnellement, on va le faire ensemble, on va corriger ensemble directement, mais vous marquez quand même le travail que vous auriez dû faire tous les deux, à deux. À l'aide du manuel Bordas seconde, page 38, document numéro 1, il faut toujours marquer les références. Droit d'auteur, en fait. L'auteur est toujours content si on note la source. Document 1, virgule, montrer l'influence du programme génétique sur le métabolisme en construisant un schéma fonctionnel. Entre parenthèses, rectangle relié par des flèches. Alors, comme je vous ai dit, exceptionnellement, on le fait ensemble. Voilà, vous marquez correction. Alors, je vais vous demander d'être très attentif, en fait, parce qu'il y a un fil à suivre. Et si vous parlez à droite et à gauche, vous n'allez pas suivre le fil. Moi, ça va m'obliger à répéter. Et vous, ça va vous empêcher de bien comprendre. Donc, si vous voulez poser une question, vous ne parlez pas, vous levez la main et vous attendez que je vous interroge. Alors, je vous donne le modèle. Il vous faut prendre une feuille entière, une feuille A4. Ça donne ça. Alors, on ne va peut-être pas tout finir aujourd'hui, ça veut dire qu'on reprendra la semaine prochaine. On va essayer de finir aujourd'hui. Il est 15, on peut peut-être y arriver en 3/4 d'heure. Mais pour ça, il faut vraiment être très attentif et suivre le fil. Voilà. Avec l'autre groupe, on s'est arrêté ici. Alors, j'espère qu'on va aller plus loin. On peut y arriver si je n'ai pas à vous reprendre tous les 5 minutes parce que vous parlez, parce que vous faites du bruit, ça peut être possible de faire en 3/4 d'heure. Hein, mais pour ça, il faut être très attentif. C'est facile à comprendre, je ne vais pas aller trop vite, mais à condition de suivre. Parce que, je répète, lorsqu'on explique quelque chose, il y a toujours un fil à suivre. Mais si le fil est coupé, il faut reprendre encore, et ce n'est pas la même façon de comprendre à ce moment-là. Tout en haut à gauche. Alors, vous prenez évidemment le manuel, page 38 en parallèle, hein, vous regardez. Voilà, et on doit tous faire la même chose en même temps. Hein, je ne vais pas trop vite, mais suivez bien. Alors, tout en haut à gauche, vous marquez doc numéro 1, Bordas seconde, page 38.
Voilà, que la page 38. Alors, le mot-clé aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, métabolisme. Alors, je ne vais pas écrire trop gros. Le deuxième mot-clé pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, programme génétique. Vous encadrez. Vous encadrez à main levée. Hein. Vous amusez pas à faire la règle, parce que autrement, ça va durer 3 heures. Hein. Quel est le deuxième mot-clé? Enfin, le troisième mot-clé, mais pour la semaine prochaine. C'est ça. La problématique, vous mettez sous forme d'une flèche qui relie PG à métabolisme et vous marquez PB avec un point d'interrogation. Et vous faites pareil pour l'environnement, qui sera la problématique de la semaine prochaine. PB, point d'interrogation. Voilà, donc ça c'est pour la présentation des deux problématiques. Mais comme aujourd'hui on fait PG métabolisme, vous repassez en rouge PG, sa flèche vers métabolisme et son problème. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors on avait écrit un titre, la cellule, siège de réaction chimique de la vie. Vous le réécrivez en dessous. Donc la cellule, c'est barré, virgule, siège de réaction chimique de la vie. Et ça, vous encadrez. On va remarquer le grand A sous forme de mots-clés. Grand A, M et PG. Et vous soulignez. Et vous marquez entre parenthèses que c'est bien le document numéro 1. La cellule, siège de réaction chimique de la vie. Et ensuite, grand A, métabolisme et programme génétique, doc 1. Et là, vous soulignez simplement. Oui, c'est un grand A. Hein. La semaine prochaine, ce sera quoi? Grand B, environnement et programme génétique, c'est ça? Non. Ben non, ce sera métabolisme et environnement. Mais on aurait pu faire aussi une étude environnement et programme. Alors maintenant, je vais marquer en vert le mot levure. Dans votre page 38, quelle cellule on étudie? Alors quel métabolisme? Enfin, non, plutôt, dans quelle cellule on va étudier le métabolisme? Une levure. Donc vous marquez en dessous levure et vous encadrez. Bah, moi je mets en vert, après c'est votre couleur à vous. Hein. Oui, c'est la couleur de l'exemple, on va dire. Ouais. Ensuite, je reprends mon stylo normal et je mets une flèche vers la droite. Est-ce que votre levure sur le livre, elle vit? Ben non, pas sur le livre, non. Mais si vous imaginez un tube à essai, vous mettez des levures, ben les champignons microscopiques, pas la levure chimique, c'est pas pareil, hein, mais vous mettez le champignon unicellulaire, que l'on appelle la levure. Vous lui mettez les nutriments, tout ce qu'il faut, de l'oxygène aussi. Est-ce qu'elle est capable de vivre? Ben oui, elle vit. Donc vous marquez vie. Et si elle vit tellement bien qu'elle se sent heureuse, entre guillemets, bon, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, elle est capable de se... Alors, il n'y a pas d'accouplement chez les levures, mais vous marquez simplement reproduction. Alors, comment se fait la reproduction chez la levure? Des quoi? Non, ce n'est pas des verrues, non. Des verrues qui poussent, c'est ça? Non, on dit un bourgeonnement. C'est un bourgeonnement, ce n'est pas une verrue. Donc, vous encadrez vie et reproduction. Non. Tout ce qui est en rouge, je vous le dirai. Donc la levure est capable de vivre et de se reproduire si elle a, et on le marque, sous la flèche vers la droite, élément quoi? Chimique, de quoi? Bah, du milieu autour d'elle. Hein. Ça, vous l'encadrez et vous mettez une flèche qui relie élément chimique du milieu à la flèche qui est allée vers la droite. Bon, jusque-là, vous comprenez? Voilà, c'est logique. Là, on fait que ce qui est logique. C'est-à-dire, on suit la progression de l'explication en se basant sur la page 38. Alors, si, et là, je prends le stylo rouge, si il y a tous les éléments chimiques suffisants pour que la cellule levure puisse vivre et se reproduire, ça veut dire qu'en soi, elle a le métabolisme. Donc, ça veut dire que la levure a un métabolisme, ce qui lui permet de vivre et de se reproduire. D'où les flèches entre levure et métabolisme, et entre métabolisme et vie et reproduction, je mets 2 flèches. Là, encore une fois, c'est logique.
une cellule qui possède tous les éléments chimiques nécessaires à sa vie et à sa reproduction, ça veut dire qu'elle a un métabolisme qui lui permet de vivre et de se reproduire. Et c'est tout à fait logique. Et c'est pareil chez vous. Si vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre correctement, bah, vous êtes capable d'assumer la vie que vous vivez. Ensuite, mais c'est pas grave, vous prenez une autre feuille après, c'est pas grave, aucune importance. Bon, n'oubliez pas le fil. Je vais doucement exprès. Hein, mais si vous parlez entre deux doucement exprès, ça ne va pas aller. Alors, métabolisme. Vous faites une flèche vers le bas. Pour étudier un métabolisme particulier, regardez bien sur votre livre, en bas à gauche, vous avez quoi? Vous avez un dispositif expérimental qu'on appelle EXAO. C'est une expérimentation assistée par ordinateur. Donc vous allez le marquer. Vous marquez que c'est une étude. Une étude comment? C'est une expérience. Donc c'est une étude expérimentale. Entre parenthèses, de quel type? EXAO. Ça pourrait très bien ne pas être EXAO. Hein. Alors EXAO, ça veut dire que vous avez, en fait, dans votre montage, vous avez une sonde qui va être reliée à un ordinateur, et l'ordinateur va vous représenter sous forme de courbe, que vous voyez en bas à droite, les résultats de l'expérience. Alors, lorsque vous faites une étude expérimentale, vous devez suivre des étapes. Et l'ensemble des étapes que vous suivez s'appelle un protocole expérimental. Donc pareil, flèche vers le bas, vous marquez protocole expérimental. Alors, à chaque fois, vous encadrez, hein, je ne le fais pas toujours. Moi, je vais arrêter d'encadrer parce que sinon, ça use le stylo. Enfin, le marqueur, parce que le marqueur, plus le temps passe, plus il fait la tête. Protocole expérimental. C'est quoi un protocole, au fait? C'est ça, c'est une suite d'étapes. Alors, vous mettez encore une flèche vers le bas. Et maintenant, je vous demande de réfléchir en moins d'une minute à deux pour me dire de quelle étude expérimentale il s'agit. Alors, les élèves de seconde ont souvent du mal à trouver. Est-ce que vous allez trouver? Par contre, que par deux. Gardez votre réponse à deux. Ensuite, vous allez lever la main. Je vais vous demander votre réponse. Non, pas le protocole. En quoi consiste l'étude expérimentale? C'est-à-dire, quelle réaction du métabolisme on va étudier? Alors, sans aller jusqu'à la réaction du métabolisme. Hein. Simplement, quelle molécule on va utiliser pour vérifier qu'elle subira une transformation. En fait. Dans un milieu A, c'est le milieu témoin, parce qu'il n'y a pas de levure. Du coup, il n'y a pas de... Voilà, moins d'une minute. Vos réponses, maintenant, vous levez la main, pour ceux qui ont la réponse. 2 binômes seulement? 2 trinômes? Alors, 1, 2, 3, alors allez-y. Non, pas de réponse? Alors à vous. Dioxygène, t'avais levé la main? Non, vas-y Paul. Le caractère des levures vis-à-vis de l'oxygène. Alors, il vous manque une partie de la réponse. On veut étudier l'influence, enfin, on veut étudier la variation de la quantité de dioxygène en fonction du temps. Voilà, il vous manquait la moitié. Donc vers le bas, vous marquez mesure de O2. Alors lorsque vous marquez O2 entre crochets, ça veut dire concentration en dioxygène. En chimie ou en SVT, lorsqu'on marque entre crochets, ça veut dire concentration. Donc ça veut dire mesure de la concentration en dioxygène en fonction de quoi? En fonction du temps. Donc le temps, ce sera un paramètre, alors de l'environnement entre guillemets. Alors oxygène. Donc ça veut dire que l'oxygène va intervenir dans une réaction chimique. Hein. Laquelle? Bon, on en reparlera après. Mais il faut déjà, pour anticiper, pour ceux qui comprennent bien, si vous anticipez, vous allez comprendre l'intérêt de l'utilisation du dioxygène par les levures. Hein, ce que je vous avais expliqué. C'est ça. C'est ce que je vous avais expliqué un petit peu avant. Alors, du coup, on a combien de milieux? 3 milieux, MA, MB, MC. Donc, vous faites encore une flèche vers le bas, vous faites une grande ligne horizontale et vous séparez en 3. 3 flèches vers le bas. La première, vous marquez MA,
MA pourquoi? Pour milieu A. La deuxième MB. Et la troisième MC. Une largeur relative. Donc on a 3 milieux. Et dans chacun des milieux, donc vous imaginez 3 tubes à essai, et dans chacun des tubes à essai, on va mettre des choses. Ça veut dire que si on fait le protocole, ça veut dire qu'on va faire les étapes les unes après les autres jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. L'interprétation des résultats, ce sera nous, enfin vous et moi. Et puis ensuite, on conclura et on dira est-ce que le métabolisme dépend du programme génétique ou pas. Bien sûr, vous remettez à chaque fois, oui, c'est ça, oui. Donc vous remettez 3 petites flèches vers le bas. Et là, on va. Alors attends, doucement. Il faut que les autres aient le temps de voir aussi. Tu vois ? Parce que si quelqu'un prend trop la parole, il empêche les autres de réfléchir. Voilà, c'est ce que font tous les chefs en fait. Ils prennent tellement la parole que les autres. Ouf, castration psychologique. Ben oui. Vous prenez le loup. Il y a un loup dominant et une femelle dominante. Le loup alpha. Et vous avez toujours un loup bêta qui, à un moment donné, va entrer en confrontation avec le loup alpha pour prendre sa petite femelle. Donc toutes les femelles, en fait, n'ont pas de petits en théorie. Il n'y a que la femelle du chef. Et ça veut dire que le mâle, en fait, il empêche les autres d'être heureux. Mais bon, ils sont heureux d'une autre façon aussi. Ils sont heureux d'une autre façon aussi. Non, mais après, voilà. Donc ça veut dire, mais en classe, lorsqu'un élève est exubérant ou prend toujours la parole ou alors empêche les autres de parler, comme par exemple, voilà, ça veut dire que vous bloquez la réflexion des autres. Or, l'objectif, c'est que chacun réfléchisse et soit capable, en symbiose, enfin pas en symbiose, mais en harmonie ensemble, de dire, là je mets par exemple, dans le MA, je mets en premier de l'eau. Et voilà, et là tu anticipes, et là tu empêches les autres de parler. Donc il faut arrêter ça. Alors maintenant je vous pose la question. Laissez-moi vous guider. Laissez-moi guider, c'est dans ce sens-là où je vous incite à réfléchir et à poser les bonnes réponses. Voilà. Mais si vous parlez dans tous les sens, je ne peux pas arriver à optimiser votre cerveau. Alors, en fait, vous ne comprenez pas, en fait. Alors, la question que je pose, là, on dit on met de l'eau. Est-ce qu'on met de l'eau dans les autres tubes? Vous levez la main? Oui. Est-ce qu'on met la même quantité? Vous levez la main? Eh bien, oui, on met la même quantité parce que le paramètre variable, ce n'est pas la quantité d'eau ici. Non, ce n'est pas le temps. Oui, le temps est variable, oui, c'est vrai. Ce n'est pas le paramètre qu'on va étudier. Ce qu'on va étudier, c'est l'oxygène. Alors, on met de l'eau, même quantité dans les 3 tubes. On met pareil des sels minéraux, même quantité dans les 3. Et là, on va obtenir, on va pas obtenir, mais on va mettre des levures et ne dites rien. Je sais bien ce que vous allez dire, mais ne dites rien. Vous marquez levure dans les 3 cas. Ne dites rien et réfléchissez à ce que vous allez me dire après. Parce que je sais d'avance ce que vous allez me dire. Si, je sais ce que vous allez me dire. Vous marquez levure dans les 3 cas. Et là, vous allez me dire, sans que je vous interroge, non, monsieur, c'est faux, dans le premier tube, il n'y a pas de levure. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, c'est vrai, et vous barrez. Mais vous avez quand même marqué levure. Mais pour attirer l'attention sur le fait qu'on n'a pas de levure, vous marquez quand même et vous barrez. Et ça servira d'expérience témoin. Et vous allez mieux comprendre après pourquoi. Deuxième question, je sais bien ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais là, il y a des levures sauvages. Vrai ou pas? Voilà. Et là, vous allez me dire, il y a des levures mutantes. Ton comportement, c'est de l'exubérance. C'est-à-dire que tu uses. Et je ne dirai pas la suite. Alors, maintenant, si vous regardez, vous le voyez? Là. Hop, il est passé de l'autre côté. Regardez. Tu peux l'attraper, s'il te plaît? Un lapin. Voilà. Vous voyez pas le lapin, là?
Hop, Paul, il est là, tu peux l'attraper? Il est sauvage ou pas? C'est un lapin sauvage. Mais regardez, là-bas j'ai écrit sauvage. Maintenant, chut, regardez la levure là, vous la voyez? Essayez de l'attraper. Bon, alors, d'accord. Alors, ça veut dire quoi sauvage alors? Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'on fait la relation entre un animal sauvage et une levure sauvage? Non, alors ça veut dire quoi sauvage? Pourquoi est-ce qu'on dit une levure sauvage? Alors, voilà. En général, en génétique, sauvage, c'est le plus représenté dans la nature. Donc ça veut dire que mutant, c'est exceptionnel. Et on prend l'exemple d'un programme génétique, enfin on prend un exemple dans le programme génétique d'un gène spécial que l'on appelle RHO, remarquez en rouge, RHO. Donc la levure sauvage possède le gène RHO et la levure mutante possède aussi le gène RHO. Alors là où il n'y a pas de levure, évidemment, je ne marque pas RHO, puisqu'il n'y a pas de levure. Alors maintenant, je vous dis, les deux levures possèdent le gène RHO. Vous imaginez, il y a des milliers de gènes, mais j'en prends un particulier qui va être représentatif du programme génétique de la levure. Attends. Seulement, vous savez bien que dans les gènes, il existe des allèles. Et les allèles sont différentes versions d'un même gène. Et là, on va avoir deux allèles possibles, en fait. On va avoir l'allèle RHO plus et RHO moins. Donc là, on a bien le gène RHO et on a ces deux allèles, plus et moins. Donc du coup, est-ce qu'on a le même programme génétique dans les deux levures? Donc on n'a pas le même programme génétique. Et on va voir tout à l'heure si les deux sont capables d'utiliser l'oxygène ou pas, sachant que les deux gènes sont variables ici. Et là, vous anticipez. Vous voyez bien que si l'une n'utilise pas l'oxygène et l'autre oui, ce sera à cause d'un des deux gènes. Et donc là, on aura bien mis en évidence l'influence du patrimoine, enfin d'un gène sur le métabolisme et donc d'un patrimoine génétique sur le métabolisme. Vous comprenez si on anticipe un petit peu les choses? Ça veut dire que comprendre une expérience, c'est pas faire les étapes comme ça, c'est voir beaucoup plus loin. C'est imaginer les résultats. Non, mais c'est pour ça que je vous apprends à réfléchir. C'est pour ça que je vous incite à poser, je vous pose des questions qui vous permettent de raisonner, en fait, de comprendre les choses. Et ce qui fait que lorsque vous vous retrouvez tout seul devant un exercice, ben vous êtes capable, en appliquant plus ou moins la même méthode, vous êtes capable de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup plus que si vous n'appliquez pas un système rigoureux de raisonnement. En fait. Maintenant, il faut encadrer. Hein, vous êtes dans un schéma fonctionnel et vous vous arrangez pour que les rectangles soient la même grandeur. Hein. Mais oui, pour faire un travail propre. Après, il va falloir qu'on mette vraiment en évidence le fait qu'on a deux programmes génétiques différents. Et bien pour ça, en rouge, en dessous, vous marquez PG, différent. Alors différent, je fais ce symbole-là. Hein. PG différent, vous encadrez. Et vous mettez une flèche vers RHO+, et une flèche vers RHO-. Et là, on voit bien qu'on a deux programmes génétiques différents. Programmes génétiques différents. Oui, là, ça veut dire différent. C'est un détail. C'est une manière de noter. Oui, c'est une façon de noter, différent. Sinon, tu écris différent entièrement. Ça veut dire égal. Ça veut dire différent. Mais petit B avec un bâton. Oui, parce que vous n'êtes pas habitué. C'est un détail, c'est pas grave. Bon, vous comprenez bien, jusque-là, il n'y a pas de problème hein? Et vous comprenez le principe ici, en quoi on a deux programmes génétiques différents, mais même vous avez anticipé la réaction du métabolisme. Hein. 3 flèches vers le bas. Je reviens un petit peu en arrière. Vous aviez 3 tubes à essai. Dans le premier tube, on a mis de l'eau, des sels minéraux, mais on n'a pas mis de levure.
Dans le deuxième tube, on a mis de l'eau, des sels minéraux, des levures sauvages RHO+. Et dans le troisième tube MC, on a mis de l'eau, des sels minéraux et des levures mutantes RHO-. Alors, comme on est toujours dans le protocole, on fait quoi après? On laisse un petit peu de temps. Voilà, on laisse 1 minute se passer. Oui? Non, on laisse un petit peu. Vous imaginez les 3 tubes, vous laissez 1 minute. Voilà. Alors, ça veut dire, techniquement, il faut être synchronisé. Si vous êtes à 3 dans le binôme, il faut bien que chacun s'occupe d'un tube de manière à ce que les conditions soient bien les mêmes. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste 1 minute et puis l'autre qui reste 3 minutes. Sinon, ce n'est pas les mêmes conditions. C'est pas, expérimentalement, ce n'est pas bon. Que ce soit 1 minute, point barre. Ensuite, au bout d'1 minute, qu'est-ce qu'on fait? Toujours flèche vers le bas. On imagine le protocole. Flèche vers le bas, qu'est-ce que vous faites après? Concrètement, dans chacun des tubes. Oui, Jade? C'est ça. Combien? Même quantité ou pas? Oui, on met les mêmes conditions, même quantité. Donc vous marquez 0,2 petit m grand L, ça veut dire millilitres, de saccharose. Le saccharose, c'est quoi? C'est un sucre. C'est un sucre, c'est un glucine. Et c'est un glucine, et sous l'action d'une enzyme, il peut donner du glucose. Voilà, je vous le dis oralement. Sous l'action, par exemple, d'une enzyme qu'on pourrait appeler la saccharase, le glucose peut être obtenu, admettons. Donc ça voudrait dire qu'indirectement, la levure peut disposer du glucose, et comme il y a de l'oxygène dans l'environnement, peut-être que si elle utilise l'oxygène et le glucose, elle peut assurer la respiration cellulaire, donc du coup elle pourrait vivre, etc. D'où l'interprétation possible des courbes après. Bon, on met la même chose dans les deux. Donc là, je remarque 0,2 millilitres de saccharose, et là, 0,2 millilitres, pareil, de saccharose, qui est une source de nutriments possible pour la respiration cellulaire. Donc ça veut dire qu'on donne à la levure la possibilité d'utiliser des éléments pour vivre et se reproduire. On lui donne cette possibilité-là. Alors, tu peux mettre une majuscule, c'est comme tu veux. Moi j'ai mis une majuscule, tu n'es pas obligé d'en mettre. Ça c'est un détail. Alors, et puis ensuite on laisse un petit peu de temps. Et qu'est-ce qui se passe? On obtient des résultats. On obtient des résultats. Alors, ça c'est la courbe. Alors pour le premier tube, c'est quelle courbe? Regardez dans le graphe en bas à droite. Courbe rouge ou pas? Voilà, donc c'est la courbe A. Pour le tube MB, c'est quelle courbe? Vert, c'est-à-dire laquelle? Bah oui, celle du bas, c'est la B, courbe B. Et donc pour MC, c'est quoi? Courbe C. Donc on a les résultats. Et vous marquez entre parenthèses. Alors, les résultats, eh bien concrètement, c'est quoi? On va marquer en rouge, mais vous marquez 3 flèches vers le bas. Alors, ce qui est important, en rouge, concentration de O2 dans les 3 cas. Mais on commence par le premier cas. Qu'est-ce que vous pensez de la première courbe rouge? Oui? Voilà, elle est stable. On va dire qu'elle est... Oui, on va dire qu'elle est stable. Donc, ça veut dire que l'utilisation de O2 est... plutôt, la concentration de O2 est constante. Elle n'est pas nulle, elle est constante. Voilà, après, oui. Donc O2 constante. Oui, là, tu es dans l'interprétation. Mais là, il faut... Oui, non, mais tu as raison. Mais moi, je reviens un petit peu en arrière. C'est est-ce que le O2 est stable ou pas? Oui. Ça, c'est le résultat propre, en fait. Il ne faut pas qu'on mélange avec l'interprétation. Après, dans le tube B, la concentration, elle fait quoi? Elle baisse fortement. Et pour la courbe C, la concentration de O2 est constante dans le milieu. O2 constante. Concentration de O2 constante. Voilà. Donc ça, vous comprenez. Il suffit de regarder les graphes. Oui, c'est vrai que ça augmente un petit peu, mais bon, voilà, globalement, on va dire que c'est constant. Après, on peut avoir les conditions expérimentales qui font qu'il y a des petites variations. Mais pour nous, ce qui va être très intéressant, c'est la différence entre les milieux MB et les milieux MC. Puisque là, O2, dans MB, O2 diminue fortement. Et puis dans l'autre, c'est constant. Donc voilà. Quand on va interpréter, et vous marquez une flèche vers le bas, exploitation du résultat en B aussi. Alors pareil, moi je simplifie, mais vous faites des flèches vers le bas, et exploitation du résultat dans le milieu C. Et je vais continuer ici. Et là, on a presque fini en fait.
Alors, donc je remets 3 flèches vers le bas. Oui, exploitation. Dans les 3 cas, en fait, on va exploiter les résultats. Alors, vous marquez, couleur normale, O2 et saccharose restent dans le milieu. Alors, on n'est pas vraiment dans l'exploitation, là, on est dans plutôt un constat. Dans l'autre cas, pour le milieu B, O2 est utilisé en présence de saccharose. Et dans le dernier cas, MC, O2 n'est pas utilisé en présence de saccharose. O2 n'est pas utilisé en présence de saccharose. Alors, flèche vers le bas, encore. Alors, en rouge, ça c'est l'expérience. Ça c'est l'expérience témoin. Oui, c'est presque la fin. Et là, attention, on va rajouter un mot. Les levures sauvages, RHO+, utilisent O2 en présence de saccharose. Et là, pour le milieu MC, on va marquer les levures mutantes RHO- n'utilisent pas, le mot utiliser là est important, on ne veut pas utiliser, n'utilisent pas O2, même en présence de saccharose. Alors pour l'expérience témoin, c'est vérifier que même sans levure, l'oxygène n'est pas utilisé. Donc entre parenthèses pour l'expérience témoin, pas même, mais O2 n'est pas utilisé. O2 n'est pas utilisé puisqu'il n'y a pas de levure, évidemment. Ah, n'utilise pas, oui, ici, n'utilise pas. Donc là, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, bon, il n'y a pas de levure. Est-ce que l'oxygène est utilisé? Ben non. Chut. Deuxième cas, est-ce que l'oxygène est utilisé? Est-ce que les levures vivent? Oui. Est-ce qu'elles se reproduisent? Oui. Donc ça veut dire que O2 en présence de saccharose est utilisé. Mais indirectement, ça veut dire que O2 va servir pour la respiration cellulaire en présence de glucose, puisque le saccharose se transformera en glucose. Donc l'énergie peut être produite et donc la levure peut vivre. Alors que de l'autre côté, on constate que l'oxygène n'est pas utilisé même en présence de saccharose. Donc ça veut dire que comme la seule différence entre les deux, c'est la présence ou l'absence du gène RHO-, enfin RHO, là on a plus pour le milieu B, là on a moins pour le milieu C. Donc ça veut dire que c'est le gène RHO, enfin l'allèle RHO-, qui empêche l'utilisation de l'oxygène pour la respiration cellulaire. Donc ça veut dire que ces levures mutantes ne vont pas vivre. Elles ne vont pas pouvoir se reproduire non plus et elles ne peuvent pas vivre, évidemment. Et là, on a bien mis en évidence le fait qu'on a bien une influence du programme génétique RHO-, RHO+, sur l'utilisation de l'oxygène, c'est-à-dire sur une réaction du métabolisme. Vous avez compris ça? Donc on va l'écrire. Alors je vous demande d'écrire très vite. Conclusion générale, enfin conclusion de l'expérience. Alors ce que je vous demande, c'est même si ça sonne, d'attendre 30 secondes qu'on ait tout fini d'écrire. Alors conclusion de l'expérience, et vous écrivez vite. Bon, on est un peu pris par le temps, c'est pour ça que j'accélère un peu. Les levures sauvages RHO+, ayant un programme génétique différent de celui des levures mutantes RHO-, l'expérience montre que le programme génétique intervient dans le métabolisme, mettant en relation l'utilisation du dioxygène en présence de saccharose pour réaliser ce que l'on appelle la respiration cellulaire,